Alors, quand on est dans ce moment, Pierre vous a dit tout à l'heure une parole importante. Le front de gauche n'est pas je ne sais quelle avant-garde qui viendrait avec ses solutions toutes faites et ses consignes. Nous sommes des déclencheurs, comme je viens de vous le décrire pour un plateau. Ou bien, quand on demande à l'un ou à l'autre d'entre nous, viens nous soutenir dans l'usine, on se dit, mais à quoi ça sert? Eh bien, ça sert juste à montrer qu'il y a de la fraternité, qu'on n'est pas oublié, que vous pensez à nous, que nous sommes ensemble, qu'on se serre les coudes. Ce matin, je me trouvais dans la Sarthe, à l'usine Candia, un concentré de toutes les conneries possibles. Voilà un outil de production magnifique. Des machines qui fonctionnent, certains ont 30 ans, comme des horloges, avec une maintenance extraordinaire, avec des niveaux de qualification des ouvrières et des ouvriers très élevés, acquis souvent dans la seule expérience de la pratique de l'usine. Certains sont arrivés là il y a 20 ans, et ils ne savaient pas grand-chose, ils ont appris. Voilà des gens qui sont à un niveau BTS, brevet de technicien supérieur, qui est une élite parmi les techniciens. Tout fonctionne du feu de Dieu. Tout ça marche. Et on va arrêter cette usine au profit d'une vision que vous connaissez, qui est assez bateau. Ça coûte trop cher. C'est le coût du travail qui coûte trop cher. Ce qui coûte moins cher, c'est de fermer l'usine, de jeter les machines à la poubelle, de mettre les gens au chômage, de fabriquer un petit bout de l'empaquetage ici, l'autre petit bout là-bas, d'aller chercher le lait en Pologne, de l'amener ensuite à travers la Russie par un conteneur qui va passer par la Malaisie, etc. Qu'est-ce que c'est que ce monde? Tout ça pour avoir du lait. C'est fou. Et vous savez à qui on pose la question? À moi. C'est à moi qu'on dit « Ah, qu'est-ce que vous voulez faire? C'est la mondialisation. » Mais il y avait des vaches en France avant la mondialisation. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Moi, j'ai bu du lait. C'est à moi qu'on demande d'expliquer ce qu'il faut faire. Qu'est-ce que vous voulez faire? Franchement, ils ne le savent pas. Eh bien, dégagez, on va s'en occuper. On sait le faire, nous. On va vous expliquer ce qu'on peut faire. Si vous ne le savez pas, mais on va le faire, nous. Et on va le faire. On va le faire pour deux raisons. La première, c'est qu'on sait quoi faire. Et la seconde, c'est qu'on sait comment faire, c'est-à-dire avec le peuple. C'est lui qui va faire. Eh bien, comment va-t-on faire? Eh bien, pour commencer, nous allons créer une taxe kilométrique. Et chaque fois que vous transbahuterez un verre de lait d'un bout à l'autre de l'Europe, ça vous coûtera le transport, le trajet et la taxe écologique dessus. Parce que le but, c'est de relocaliser l'activité. C'est pas tout. Nous, notre projet est de constituer des bassins d'emploi pour relocaliser la production. Si vous avez l'usine qui est capable de traiter le lait, vous avez besoin d'agriculteurs. Donc ils peuvent vivre. Deuxièmement, vous avez besoin des autres produits qui vont entrer dans la machine, plus les qualifications. Je ne parle que de lait, dans un instant, je parle de la mer à nouveau. Voilà, mes amis, mes camarades, comment nous allons faire. Au fond, c'est ce que je raconte qui est l'évidence. Et la chose saugrenue, incroyable et stupide, celle qu'ils sont en train d'organiser, qui conduit à la déchéance absolue. Et pendant qu'on parlait avec les syndicalistes qui étaient là, le camarade prend la parole et il explique, il dit, vous comprenez, bien sûr, tout ça, ça serait différent si les grandes surfaces n'exerçaient pas une telle pression sur nous. Ça m'a fait réfléchir, cette histoire. La grande surface, il est temps de leur imposer, par rapport aux produits et les productions vivrières, ce qu'on appelle des coefficients multiplicateurs, c'est-à-dire qu'ils ne doivent pas avoir le droit de multiplier plus de X fois le prix initial. Il faut que le producteur, l'ouvrier, l'ouvrière profite de son travail et non pas que l'on vienne dire le produit va coûter sans cesse moins cher et vous le trouverez sur le rayon du supermarché, ballot. Mais vous n'avez plus de travail, vous n'avez plus de paye, vous n'avez plus d'allocation familiale, vous êtes en fin de droit, vous n'achèterez rien du tout. Voilà le vice de l'économie politique capitaliste.
c'est qu'elle ne connaît qu'un coût à comprimer, celui du travail, en oubliant que le salarié est le consommateur, et elle fait comme si ce sera le consommateur d'à côté qui n'y viendra pas. Nous sommes là-dedans. C'est absurde. Même Henry Ford savait que ça ne voulait rien dire. Il disait Henry Ford paye bien les ouvriers de chez Ford pour qu'ils achètent des voitures Ford. Eh bien, si vous ne payez pas les ouvriers de chez Candia, et si vous ne donnez pas du travail aux agriculteurs, et si vous ne donnez pas du travail aux distributeurs, qui est-ce qui va acheter les packs de lait? Personne. Donc on ira les voler. On ne le fera pas, hein. Il y a encore quelqu'un qui va dire Mélenchon propose d'aller voler le lait. Enfin, au point où j'en suis, alors. Hein. Je vous ai donné un exemple concret pour vous montrer la logique productive, écologiquement responsable, qui est celle de notre vision du développement de l'industrie et de la production. Naturellement, ça suppose que l'on ne considère pas l'objet à produire, en disant il faut qu'il soit le moins cher possible. Ça veut dire qu'il faut considérer l'ensemble des coûts qui sont intégrés dans la valeur d'un objet. Lorsque, pour abaisser le prix d'un litre de lait, vous mettez à la famine le paysan, vous faites des camions qui vont et qui viennent et dégradent l'environnement, vous mettez des gens au chômage, où sont tous ces coûts? Ils ne sont pas dans l'objet, ils sont dans la société, c'est à elle de se débrouiller avec des indemnités de chômage, avec des réparations de toutes sortes, avec des frais pour les soins. Voilà pourquoi ces gens-là ne peuvent que nous conduire au chaos. C'est-à-dire qu'au moment où le monde est plus monde que jamais, où l'humanité est plus dense que jamais, où nous sommes plus interdépendants les uns des autres que jamais, et plus que jamais dépendants de notre écosystème, c'est le moment où ils se mettent à considérer que tout ça n'existe pas. La seule chose qui existe, c'est tel ou tel objet dont le prix doit être le plus bas possible, c'est-à-dire en exploitant un mort. Et voilà la politique à laquelle s'est rallié François Hollande dans sa conférence de presse où il a expliqué que ce qui coûtait trop cher, c'était le travail. Il est venu sur la position classique. Il m'en coûte de vous le dire, mais je suis obligé de vous le dire. C'est une politique de droite. Mais bien sûr, la politique de droite, c'est la politique de l'offre. La politique de gauche, c'est la politique de la demande. On part des besoins humains et on regarde comment on peut y répondre en partageant la richesse. On ne peut pas tout faire d'un coup, mais on partage et on fait ça graduellement. Voilà. Voilà dans quel moment on est. Bref, regardons la chose dans son ensemble. Nous voilà avec ce grand problème, comment nourrir cette humanité. Nous voilà avec un autre problème, le changement climatique. Je ne veux pas entrer dans la discussion de savoir si c'est l'activité humaine qui en est responsable ou les cycles longs de la nature, peu importe, de toute façon ça a lieu. A un impact sur la vie humaine qui n'est pas le même qu'à d'autres âges de l'humanité. Prenons un exemple au hasard. Vous avez un tsunami, il y en a toujours eu des tsunamis. Mais quand le tsunami passe sur une côte pour balayer des cabanes de pêcheurs, c'est une chose. Quand le tsunami passe sur une côte pour balayer des centrales nucléaires, c'est une autre paire de manches. Vous voyez qu'il y a un rapport entre le dérèglement climatique et les événements qu'il déclenche et l'organisation de l'humanité. Tout le monde sait que le niveau de la mer est en train de monter. Il vous revient de savoir que le 70% des activités humaines sont au bord de la mer. Que la population française, pour 50% d'entre elles, vit à moins de 100 km d'une côte. Et que l'élévation du niveau de la mer, comme l'intérêt qu'elle peut avoir, justifie que ce pays s'intéresse au fait qu'il est le deuxième territoire maritime du monde. Mes amis, vous m'entendez? Je ne suis pas en train de vous faire les additions, les soustractions, les multiplications du professeur je sais tout, Moscovici, plus Hollande, plus Parizeau, plus je ne sais pas quoi. Je suis en train de parler de ce que nous avons au cœur, l'idée de notre responsabilité humaine et du devoir que nous avons tous de nous y mettre, de retrousser les manches pour faire face à cette situation. Et donc, on a besoin de tout le monde. On n'a pas besoin que le 20% ou le 28% de la population, comme en Espagne, reste à se demander à quoi sert une journée puisqu'on ne vous demande rien. Et que progressivement, la misère se répandant, les plus forts subsistent plus ou moins bien, et puis les autres dévalent la pente. Et ceux qui sont au bout de la chaîne finissent par tomber dans le trou. Et pour les faire remonter, amis, camarades, rappelez-vous de ces chiffres. C'est un ami dans le métro qui m'appelle et qui me prend à partie, il me dit « Écoutez, je vous ai entendu l'autre jour parler des gens qu'il y a dans la rue. Eh bien voilà ce que moi je veux vous dire comme professionnel.
Quelqu'un qui est dans la rue depuis 1 an, il nous faut 2 ans et demi pour le ramener dans un logement et qu'il sache quoi faire dedans. C'est ça l'économie du malheur. Ce qui est détruit ne sera pas réparé en 24 heures comme le croient les têtes d'œufs qui font des additions et des soustractions et qui pensent qu'il leur suffit de décider que ceci ou cela va se faire pour que ça se fasse. Ils oublient qu'avant, après, pendant, il n'y a que des êtres humains partout. Et que si on ne prend pas soin avec amour des êtres humains, alors à la fin, c'est tout qui se dérègle. Et qu'eux ne vivront pas heureux dans un océan de malheur. Alors le moment où il faut faire ça, qu'on choisit nos maîtres. Nous tous, le cœur plein d'espérance, nous avons adhéré à l'idéal d'une Union européenne qui rapprocherait les peuples et enfin ferait cesser les guerres. C'est pour ça que tant de générations avant nous ont été partisanes des États-Unis d'Europe. Le poète Victor Hugo, toutes les internationales, socialistes, communistes, ont toujours été pour ces États-Unis d'Europe. Les uns les appelaient États-Unis socialistes, les autres États-Unis. Bref, l'unité des peuples pour que cessent enfin les boucheries à répétition qui opposaient les uns aux autres. Mais pourquoi les uns s'opposaient-ils aux autres? Croyez-vous qu'un matin, les jeunes Français aient tout d'un coup eu l'envie d'aller en découdre en plein mois d'août 1914? Pendant 4 ans dans cette abjecte boucherie dont on est sorti que grâce à la glorieuse révolution de 1917, croyez-vous qu'ils aient eu envie d'aller s'étriper avec les autres? Non. Qui les avait jetés les uns contre les autres? Sinon ceux qui avaient désorganisé absolument tout jusqu'au point d'opposer les uns aux autres. Voilà comment les guerres naissent. Elles ne naissent pas de la méchanceté spontanée du peuple, qui n'est pas méchant, qui n'est pas cruel, que, comme tout le monde, surtout quand ils sont français, depuis une demi-génération, râleurs et gaulois.